Salut! Bienvenue sur la rubrique analyse vidéo de la chaîne YouTube Versatility Trainers. Donc si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la technique, donc que ce soit en course à pied ou en natation. Donc aujourd'hui, on va aborder une analyse vidéo d'un triathlète occasionnel qui cherche à améliorer intelligemment sa technique, parce qu'il a compris en fait l'importance à la fois de la technique sur la prévention des blessures, mais également la performance. Et voilà, il a également compris que il servait pas forcément à grand chose de borner pendant des heures quand on a une technique et une posture qui peut être corrigée plus rapidement et éviter en fait enfin, tout simplement en fait s'entraîner plus intelligemment. Voilà. Donc on va aborder donc dans un premier temps une analyse dynamique sur un plan frontal. Donc voilà notre coureur. Ok. On va avancer un peu plus. On va regarder dans un premier temps la pose, l'attaque de pied. Voilà. Voilà, comme on peut le voir. Comme on peut le voir ici, on a une belle attaque talon. Alors on va le voir à la pose. Voilà. Donc là on peut voir qu'on n'est pas du tout sur une pose médio-pied. On est vraiment sur une pose du talon, une attaque talon. Voilà. Donc là ce qu'on va faire comme enquête essentiellement déjà sur ce point-là, c'est dans un plan sagittal et surtout de façon, enfin quand on va zoomer un peu sur le plan sagittal, voir si cette attaque talon est néfaste ou pas. Tac, on peut zoomer ici. Voilà. Alors, voyons voir là. Alors, on peut voir un premier petit souci. La pointe de pied, elle est dirigée vers l'extérieur. Voilà, on a une course en canard, en gros. Le genou ici est dans l'axe. C'est un peu comme un squat. C'est-à-dire que si vous avez le genou dans l'axe, enfin le genou qui est, comment dire, vers l'avancement, mais par contre la pointe de pied qui vient vers l'extérieur, voilà, on va avoir déjà un premier souci d'axe et ça peut créer des blessures par la suite. Donc voilà, déjà consciemment essayer de poser le pied beaucoup plus vers l'intérieur, une attaque un peu plus vers l'intérieur. Donc là, on ne parle pas de pronation ou supination, on parle tout simplement de la direction de la pointe du pied. Voilà, donc on peut voir qu'en fait, même en aérien, on a la pose qui se prépare, voilà, sur l'extérieur. Donc, voyons voir la cause ou la conséquence, parce que là, on ne sait pas, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Voyons voir quelle est la cause ou la conséquence de cette pointe de pied qui se dirige vers l'extérieur. Donc là, on peut voir une pose qui est en légère pronation. Supination, pardon. Supination parce qu'on arrive... Alors, pour rappel, petit mémo technique, supination, pronation, c'est pied vers l'intérieur. Supination, c'est pied vers l'extérieur. On pose en ouvrant le pied. Comme en fait les barres de traction, supination, c'est les doigts vers soi. Pronation, c'est les doigts opposés. Voilà, on voit le dos de sa main. Donc là, on a voilà une supination, parce qu'on peut voir légèrement en fait le côté du pied, enfin l'intérieur du pied
à la pose. Et comme toute supination, derrière, voilà. On a ensuite une pronation en réaction à la supination à l'attaque. Mais toujours cette pointe de pied, en fait, cette pointe de pied qui est dirigée vers l'extérieur. Et le problème, c'est qu'on a toujours le genou qui, lui, est bien dans l'axe, mais la pointe de pied vers l'extérieur. Ensuite, alors, on va s'attarder, pendant qu'on est dessus, sur le bassin. Ici, voilà, bassin, là. Voilà, alors là, on a un manque de tonicité. Pareil, là, au niveau de l'axe des épaules. Voilà, si on voulait prolonger, on aurait un croisement, en fait, de ces deux axes. Donc là, on a à la fois un manque de gainage et manque de proprioception du bassin. Manque de gainage aussi au niveau du bassin, du buste. On a le buste qui s'affaisse au niveau de la pose. Ok, ensuite. Alors, ce cisaillement en fait de pronation, non, de supination puis pronation, ça peut conduire à des syndromes de essuie-glace. Donc ça, c'est à surveiller. Voilà, là, on la voit super bien. Une belle pronation du talon. Parce que vous pouvez le voir, on voit tout l'intérieur du pied, d'accord? Tout l'intérieur du pied. La pointe de pied, elle est dirigée vers l'extérieur, donc course en canard. Et on a vraiment le bord, enfin le talon extérieur qui vient d'abord attaquer. On aurait tout le côté intérieur qui viendrait attaquer en premier. On aurait donc une supination. Hop. Là. Ah oui. Bon, après là, il y a le... On ne pourra pas trop regarder dans l'axe parce que il y avait la caméra, donc en fait, il a couru pour éviter la caméra. Ok. Next step. Alors, on va regarder ce que ça donne en plan sagittal. Alors, la pose au pied. Voilà, là on a vraiment pose franche talon. Donc là on a vraiment une pose franche du talon ici. On va regarder dans un premier temps l'angle d'attaque. Voilà. Comme on peut le voir ici, bon, ça peut sembler logique, mais il faut le savoir. L'angle d'attaque en fait va être créé par l'angle du tibia par rapport au sol. Là on a un angle obtus. Obtus, donc supérieur à 90 degrés. Donc ça veut dire qu'on a une force de freinage à l'avancement. Si on avait un angle de tibia au moment de la pose qui était aigu, donc par exemple imaginons le tibia qui vient attaquer comme ceci, ou du moins qui est à 90 degrés, là on aurait une comment dire, on aurait une absence de force de freinage au moment de la pose. Ok. Le fait d'avoir un angle obtus, en fait, on va diriger des forces inversées à l'avancement, opposées à l'avancement. Ok. Donc, voilà. Premier souci, c'est l'angle du tibia au moment de l'attaque. Angle du tibia freinateur. Ensuite, tac. On va avancer dans les images. Ok. Donc là, on a le poids du corps qui commence à s'établir sur la jambe. Donc c'est vraiment à ce moment-là en fait que les forces de freinage vont s'appliquer. Donc on va dire que l'angle précédent, c'était vraiment au niveau de l'attaque, mais on n'avait pas encore le poids du corps qui était basculé sur la jambe d'attaque. Bon, là à peu près, ouais. Je pense qu'on est encore sur une force de freinage. On est légèrement obtus.
Voilà. On est légèrement obtus, disons que ça a une tendance, je pense, avec la fatigue, à vite basculer sur une force de freinage. Donc l'angle du tibia, dans tous les cas, à ce stade-là, à cette étape-là, devrait être aigu, devrait être franchement aigu au moment où on a une bascule du poids du corps. Donc là, on a déjà une première force de résistance, une première résistance qui n'est pas propice à l'économie de course. Ensuite, l'angle d'ouverture du genou. Hop. Alors, ici, on passe par... Voilà. On prend les points de référence. Voilà. Bon, on a autour de 150 degrés. Ok. On va observer si on a un affaissement de la hanche ou pas. Voilà. Alors, regardons désormais où en est l'angle. On passe par les mêmes points. Ok, on a une perte quasiment de 10 degrés. Voilà, une perte de 10 degrés. C'est convenable. On va dire que c'est convenable. Voilà, on a un léger affaissement de la course. On a un léger affaissement de la course. Le plus important, en fait, c'est que derrière, ça puisse restituer. L'affaissement, la perte de 10 degrés au niveau de l'ouverture du genou, ça indique néanmoins une forte utilisation des quadriceps et souvent ça signale une course assise. Donc on a une mobilité de cheville qui est plutôt moyenne. Là je pense qu'on a à peine 2-3 cm entre comment dire, l'angle droit et la pointe de la cheville, sachant qu'on a un drop autour de 10-12 sur cette chaussure. Donc ça peut expliquer derrière le besoin en fait de comment dire, le besoin d'avoir un affaissement au niveau du genou, tout simplement parce que vu que la mobilité de cheville n'est pas suffisante pour garder comment dire, un appui droit, garder un angle constant au niveau du genou, de l'angle d'ouverture du genou. Derrière, mais vu que la mobilité de cheville ne le permet pas, on a donc cet affaissement. Voilà, on le voit bien ici. Ah, alors le manque de mobilité de cheville aussi, ça va induire de suite un angle. Bon, ça on le verra plus avec lorsque notre coureur sera en vue reculée. Mais ici, on a quand même un angle relativement faible. Alors, on a un angle de projection qui est vraiment relativement faible. Hop. On va le conclure tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est vraiment manque de propulsion arrière, là qui est évidente. Alors, au niveau des angles, on a fini. Voilà, manque de propulsion arrière, manque de griffé. Et derrière, du coup, on va avoir un retour de jambe qui va être relativement faible. Voilà. Ici, on a un angle de jambe qui est relativement faible. Alors, on est sur une allure qui est de mémoire qui est autour de 4,30, donc qui est relativement basse, mais voilà, on a quand même un retour de jambe qui est relativement bas.
On peut bien observer ici l'affaissement. Hop, voilà, ici. On arrive, clac, et on s'écrase. Donc on peut voir ici vraiment cet affaissement, cet écrasement. Et devant au niveau du buste, vraiment un affaissement, un manque de tonicité au niveau du buste aussi. Ok, donc là on va regarder dans une vue sagittale toujours, mais sur une course de l'autre côté. Donc vue du côté droit. Ok, donc là on a toujours notre belle attaque talon. Voilà, donc là on a franchement en fait un angle. Là c'est vraiment flagrant. Donc on a vraiment en fait ce tibia freinateur. Voilà. Au niveau de la projection du buste, là on peut voir qu'on est complètement voilà, on est complètement en arrière de la jambe. Ce qui est vraiment problématique en fait pour par rapport à l'avancement. Donc ça on le verra de toute façon dans une vue un peu plus large. Là on a cet affaissement. Donc hop, on va dire le poids du corps il est là à cet endroit. Voilà, donc on a une course en équitation, on appelait ça une course en taxi. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le cheval sautait avant le cavalier, donc le cavalier était en retard. Mais là, en fait, on pourrait presque appliquer ce terme-là, dans le sens que le pied est déjà en appui avec le poids du corps, mais sauf que le poids du corps est complètement en arrière du pied. Donc là, on est vraiment, c'est vraiment flagrant. Donc on pourrait schématiser en fait le buste ici, hop. Donc l'axe du tronc. Et ici, on a en aplomb de la jambe. Donc en fait, on a vraiment la jambe qui est en retard. Normalement, on devrait avoir le centre de gravité qui se situe au-dessus de la jambe ici. Alors qu'en fait, le centre de gravité, il est en retard, il est ici. Voilà, donc on est vraiment dans une force de freinage en fait au niveau de l'attaque, de l'appui et de la prise d'appui et du transfert de poids. On est vraiment sur une force de freinage en fait. Et en plus, donc on a c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs angles de vue parce que autant on le voyait moins sur l'autre vue, mais là on le voit encore mieux. Voilà, donc là on est encore plus affaissé sur cette jambe. Alors on peut pas, je vais pas parler non plus de déficit, par exemple d'une jambe qui aurait 10 degrés de plus ou de moins que l'autre, parce que ben voilà, d'une foulée à l'autre ça peut varier. On peut pas prendre une seule foulée comme point de repère pour déceler voilà, un éventuel déficit par exemple de la jambe droite qui serait moins, enfin où le coureur serait plus en appui en fait sur cette jambe droite et par rapport à la jambe gauche, voilà, on peut pas parler de ça non plus. Ça, on pourra plus se déceler sur les métriques du cardio et les métriques en fait, analyser métriques notamment, par exemple tout ce qui est temps de contact, différence droite-gauche, etc. Mais néanmoins, ça vient confirmer que on a vraiment un appui, enfin une course complètement assise. Là, concrètement, en fait, sur cette phase-là, on devrait avoir les fessiers qui viennent pousser vers l'avant, d'accord? Pousser vers l'avant et donc permettre d'amener le buste ici, dans cette zone-là. Voilà. En fait, tout simplement, là, on a un bassin qui est beaucoup trop rétroversé. Non, pardon, antéversé. Et une trop grosse utilisation des quadriceps et une inexistence en fait des fessiers. Et le fait de contrôler et amener le bassin en rétroversion,
ça nous permettrait de, voilà, de ramener donc ces fessiers devant en aplomb de la jambe. Voilà, donc il y a un très gros travail à faire dessus, notamment un renforcement des fessiers. Un renforcement des fessiers pour arrêter de courir donc assis. Et puis une course aussi consciente, hein, parce que le renforcement ne fera pas tout. Il faudra aussi penser en fait à courir en mobilisant les fessiers consciemment. Voilà. Après, quelques éducatives vont permettre de sentir le mouvement. Voilà, donc là, l'affaissement continue. On va regarder à combien on en est. Ouais, là, on est pas mal. Ouais, mais c'est à peu près... Ah non, c'est même... Non, parce qu'on était à 140. Donc là, on a un affaissement supérieur encore. Donc on est vraiment dans des angles assez faibles. Normalement, sur cette phase de propulsion, on devrait avoir un angle quand même autour de 150 degrés. Là, on est aux alentours de 130 degrés, donc on a vraiment une course très assise. Très assise, forte mobilisation des quadriceps, les fessiers qui ont aucune action ici. Et du coup, mais qui dit course assise dit moindre griffet arrière, moindre propulsion lors de la phase de propulsion arrière. Donc en fait, ici, on a vraiment un amorti avec un centre de gravité qui est en retard sur l'appui. On a une force de freinage lors de l'attaque, lors de la pose du pied. Lors du transfert de poids, on a toujours cette force de freinage. Et ensuite, on a un amorti énormément sur les quadriceps, donc une course assise, une mauvaise utilisation des fessiers. Et derrière, du coup, ça va de pair avec la moindre utilisation des fessiers, dit aussi une moindre propulsion arrière. Alors, il faut savoir qu'en fait, cette propulsion arrière ici, c'est la plus importante de la phase de course. La propulsion, elle n'a pas lieu ici. Voilà. C'est pas une poussée, enfin, c'est pas un amorti on restitue, c'est vraiment une poussée vers l'avant, une projection vers l'avant. Voilà, c'est le terme plus correct. Projection vers l'avant, et normalement cette projection, l'angle ici doit être beaucoup plus supérieur. Allez, on va regarder maintenant dans un plan sagittal avec une vue un peu plus globale. Voilà. Donc là, on peut vraiment voir cette course assise, amorti important de la cuisse, enfin des quadriceps. Voilà. Alors, ici, pourquoi on a la tête qui part en avant comme ça? Alors déjà, le coureur en question a un souci au niveau postural. Comment dire? Il a clairement une posture de travail en bureau, dans le sens qu'il a en fait voilà, les rotateurs internes qui sont surutilisés, les cervicales ici avec une forte tension. Donc je ne vais pas poser la question, mais je pense qu'il doit avoir une forte sollicitation des cervicales ici. Et donc il a cette position, voilà, de tête en avant comme ça. C'est renforcé en plus par le fait, donc voilà, rotateur interne très fort, rotateur externe très faible, position enroulée comme ça des épaules. Même au niveau de la respiration, le fait de se grandir et d'utiliser en fait de gonfler le torse, ça lui permettrait de, plutôt que d'être enfermé, d'être assis dans sa course, ça lui permettrait en fait déjà d'avoir une meilleure comment dire une meilleure expansion thoracique et de pouvoir
aussi améliorer ce buste qui est beaucoup trop en retard par rapport à l'aplomb de sa jambe. Donc là, on va le faire avec l'autre jambe. On le verra mieux. On a une prise de vue assez longue. Donc, tac. Voilà. Donc ici, où est-ce qu'on en est? Donc voilà, là c'est à la prise d'appui. On est un peu en retard. Déjà. Le truc, c'est que chez certains athlètes, même élites, on peut constater qu'il y a, au moment de la pose, on a un petit retard. Mais en fait, très vite, le buste vient passer largement au-dessus. Parce que déjà, bon, ben, chez ces élites, on n'a pas de talon qui vient freiner ici. On a déjà le, comment dire, le fait de courir en médio-pied, ça va amener le tibia dans un angle qui sera déjà aigu, d'accord? Si vous attaquez médio, vous avez plus de chances en fait d'avoir un tibia qui est déjà, voilà, dans cette disposition-là. Donc on peut voir, tu vois, allez, ça c'est le tibia, imaginons, et ça c'est le pied avec l'attaque médio. On a plus de chances, c'est ça le problème de l'attaque talon, c'est qu'on aura plus de chances d'avoir le genou qui est dans une disposition propice à l'avancement. Là, ici, on est déjà dans une force de freinage parce qu'on a le tibia qui vient à contresens. Voilà. Ici, on a le buste qui est en retard. Normalement, le buste devrait être ici. Ok. Et normalement, même chez des élites qui ont des talons proprioceptifs et qui ont un léger retard ici du buste par rapport à l'aplomb du tibia, on a normalement le buste au moment du transfert du poids sur la jambe. Donc là, ça y est, on a le transfert du poids sur la jambe d'attaque. On a normalement en fait le buste qui bascule au-dessus de la jambe. Et là, le souci, c'est que on n'a pas ce buste qui bascule. On a juste le poids de la tête ici. Voilà, on a légèrement le poids de la tête. Et alors, est-ce que voilà, cette posture, parce que il faut savoir que ce coureur a cette posture avec cette posture de bureau, on va dire, euh, même dans sa démarche au quotidien. Mais on peut imaginer que voilà, il a cherché en fait à compenser ce manque de poids sur la jambe avant en allongeant encore plus la tête devant. Voilà. C'est inconscient, hein, bien sûr, mais ça peut être une piste. Voilà, donc on a quand même le buste qui est vraiment en retard là-dessus. Et on a un moindre recrutement des fessiers. En fait, si on avait au moment de la pose, on a déjà un angle qui est trop faible. Voilà, c'est assez caractéristique des moindres utilisations des fessiers et des courses assises. Si on avait les fessiers qui étaient déjà recrutés, on aurait un angle plutôt autour de 160-170 degrés. Voilà, autour de 160 degrés plutôt. Voilà. Et en fait, il y aurait besoin que d'une simple impulsion du bassin pour garder un angle constant et propulser avec les fessiers. Là, on a une course vraiment en attaque, enfin une course antérieure, quoi. Ah, voilà ce que je voulais mesurer. Hop, la projection du buste en avant et l'angle. Voilà, donc on prend la pointe de pied parce que c'est le point de contact avec le sol. On va vérifier l'angle à la verticale. Ok, donc on a un angle, si on regarde par rapport à la verticale, on a un angle de 11 degrés de projection.
c'est très très faible, hein. Normalement, on devrait observer du 18-20 degrés. Voilà, donc on est vraiment sur un angle très faible. Donc qu'est-ce que ferait du 18 ou 20 degrés? On va essayer de garder cette même verticale. Voilà, on aurait du coup, on devrait avoir le pied. Donc là, on a la pointe de pied qui est ici. Hop. Et on devrait avoir la pointe de pied ici. Voilà. Donc là, on a quand même une belle marge de travail, hein. Donc là, très faible projection, projection du buste en avant. Très faible propulsion arrière. Voilà. Mais typique en fait des courses assises. Et moindre utilisation ici des fessiers. En fait, on n'a pas de projection de la hanche, vraiment. Ici, on devrait, à cette phase-là, on devrait avoir la jambe qui est quasiment tendue. En fait, on devrait avoir la pointe de pied, ok, et la jambe qui vient comme ceci. Voilà. Mais vu qu'on n'a pas d'utilisation des fessiers ici, ben on a cet angle ici, au niveau de la cuisse. On a cet angle ici, qui est tout simplement dû à la non-utilisation des fessiers pour enclencher le bassin vers l'avant et raidir la jambe. Voilà. Ah, maintenant, il va falloir effacer tout ça. On va voir si on en a besoin pour la suite. Voilà, et du coup, ce qui est typique aussi des courses assises comme ça, c'est qu'on a du coup un retour aérien qui est assez faible. Alors ça se travaille pas vraiment, c'est tout simplement la conséquence de ce type de foulée. Donc en soi, un talon-fesse va pas forcément régler la chose, c'est juste que il va apprendre à sentir le mouvement, il va apprendre à enclencher les fessiers. Mais voilà, ça se travaille pas en soi. Alors ensuite, on va regarder donc rapidement l'angle au niveau du coude, tout simplement pour vérifier si on a une bonne utilisation des bras. Donc là, on a un angle. Oh, on n'est pas, ouais, on est un peu faible, mais bon. Ouais, on a un bras droit quand même qui a un angle relativement aigu, donc faible. Donc une moindre utilisation du bras gauche. Mais par contre, on a un mouvement qui vient bien du coude. Le buste reste plutôt stable. On n'a pas de roulement comme ça des épaules, ce qui peuvent être souvent observés comme défaut au niveau de l'utilisation des bras. Voilà, on a un angle qui est quand même relativement aigu ici. Donc on va revérifier ici. Ah, sur la fin, ouais, on est quand même loin des 90 degrés. Donc on a le bras gauche qui est quand même relativement court, recroquevillé. Et alors voilà, fait étonnant, par contre le bras droit est lui très obtus. Voilà. Donc souvenez-vous, sur cette phase-là, on avait autour des 60 degrés à gauche. Et là, on a un 110 degrés. D'ailleurs, on peut le voir ici. Là, normalement, c'est une phase en fait où on a à peu près les bras qui sont à la même hauteur. Mais là, on a le bras, enfin, habituellement, sur un coureur équilibré. Là, on a le bras droit qui est vraiment largement en dessous et le bras gauche bien au-dessus. D'ailleurs, donc ce bras gauche, en fait, à aucun moment ne va monter. Hop. Voilà, donc on reste toujours sur des... ouais, là, on est sur 90 degrés. Ouais, bon, là, ça va, c'est correct, en fait. Mais 90 degrés, alors que l'autre, sur cette phase-là, on était à 50 degrés. Et
pour le coup, on va chercher bien loin derrière, sur ce bras gauche. On conserve apparemment l'angle. Ouais, 90 degrés. Donc on est bon, on est bon. Voilà, en angle de coude, en fait, ce qui est intéressant d'avoir, c'est un 90 degrés. Là, on est donc sur un angle plutôt correct. Voilà, un angle très correct. On va chercher loin derrière. En fait, c'est vraiment le bras gauche qui, lui, est tout verrouillé. Par contre, le bras droit est plutôt correct. Donc, en gros, on a une utilisation du bras gauche qui est moindre, donc une moins bonne propulsion, parce que les bras, en fait, participent à jusqu'à 20% de la propulsion sur une course à faible intensité. À plus haute intensité, on va encore utiliser beaucoup plus l'action des bras. C'est pour ça d'ailleurs que les sprinters sont aussi musclés du haut du corps. Pour les coureurs de fond, voilà, ça va être jusqu'à 20%. Mais là, du coup, bon, bah, on a un bras droit qui est correct, mais un bras gauche, par contre, qui est comme atrophié au niveau de l'amplitude de son mouvement. Alors, on peut voir qu'on a un beau balancier ici, puis le bras gauche qui reste tout le temps recroquevillé. Allez, pour finir, plan dorsal. Alors, on peut voir ouais, vraiment cette course en canard ici. Là. Et là. Course en canard. Le bras droit bien plus bas que le bras gauche, toujours. Après, on a un buste qui est plutôt stable, pas de roulis des épaules incessant. Donc ça, c'est bien. Voilà, notre attaque talon. Alors, on peut voir que même en retour aérien, en fait, on a la pointe de pied, ici. La pointe de pied qui est toujours vers l'extérieur. Hein. Toujours vers l'extérieur, ici. Et donc le bras droit qui vient bien chercher dans l'axe derrière. Donc franchement le bras droit est bien. Il n'y a rien à changer au bras droit. Par contre le bras gauche, lui, en fait il vient recouper trop à l'intérieur. Et donc on a ce coude qui remonte. Donc c'est-à-dire que le bras gauche, lui, au lieu d'être dans l'axe comme le bras droit, on a vraiment ce bras gauche qui vient recouper trop à l'intérieur, qui vient croiser les pecs en fait. Et qui est sur un petit mouvement, alors je sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra, voilà, petit mouvement tout recroquevillé. On a le bras droit qui est bien dans l'axe, le long du buste, et le bras gauche qui est dans un tout petit mouvement recroquevillé. Voilà. Donc à quoi c'est dû ça, je ne sais pas. Mais on a une perte d'efficacité là-dessus, et puis ça crée un déséquilibre sur le reste. Voilà, donc on voit vraiment en fait le bras gauche ne bouge pas. Le bras droit, en fait, c'est comme si on avait un bras gauche inexistant et qu'on courait qu'avec le bras droit. Ici, jolie pronation. Tiens, on va mettre la loupe pour le coup. Voilà. Oh, la belle pronation. Tac. Voilà, là on a une belle pronation, belle bascule du pied vers l'intérieur. Sûrement dû au fait que... sûrement dû à cette course en canard en fait. Donc faudrait veiller à courir plus avec la pointe de pied dirigée vers dans l'axe. Hop. Et on va regarder quelque chose. Il nous reste à voir une chose. Voilà, c'est ce qui me semblait. On a une course en ligne. Donc qu'est-ce qu'une course en ligne? Une course en ligne, en gros, c'est que si on trace un axe qui passe par la tête et entre, entre les deux fesses, quoi. Si on a la pose du pied qui repasse, qui recoupe cet axe, et qui là, ici, vient carrément empiéter sur cet axe, derrière, en fait, on va avoir une course déséquilibrée. C'est-à-dire que normalement, la jambe, la pose d'appui, devrait se faire dans le prolongement, ici, voilà. Mais surtout pas toucher à cet axe.
Or là, on peut voir qu'on empiète largement sur cet axe. Et en plus, on a un angle du coup qui se crée et une forte tension sur la cheville ici. Voilà, on a une forte tension sur la cheville. Alors bon, après c'est un peu de loin, donc mais voilà, au lieu d'avoir un joli 90 degrés, ben là on a quasiment un 75-80 degrés au niveau de la cheville. Donc on a la cheville qui vient complètement s'écraser en pronation. Donc on a des, des fortes tensions ici. Et le fait d'avoir cette course en ligne, c'est-à-dire de... Alors course en ligne, en fait, c'est un peu comme les top modèles sur un défilé qui vont marcher avec... qui vont courir avec un pied... Non, pardon, courir, je crois pas, mais... Qui vont marcher avec un pied devant l'autre. Voilà. À chaque fois, en fait, elles viennent recouper cet axe. Bon, elles s'en foutent. Mais par contre, pour notre coureur, ben, on n'est pas sur un défilé de mode et du coup, ça a posé problème. Je me moque, mais moi, j'ai le même défaut. Enfin, j'avais le même défaut, j'ai commencé à le corriger. Voilà, en gros, de placer un pied devant l'autre au lieu de placer un pied à sa place. Voilà, donc on devrait avoir vraiment la jambe qui reste à sa place dans l'aplomb. Et là, on a quand même, voilà, vous voyez ici, ce delta ici qui n'est pas bon du tout. Alors, quel impact ça va avoir sur la course? Ça va avoir, en général, ça va entraîner la hanche ici qui va remonter. Ici, cette hanche-là, par réaction, elle va baisser. Et en général, au niveau des épaules, on va avoir un déséquilibre comme ceci. Voilà. Et ensuite, ben, une perte en fait d'efficacité au niveau du tronc et un écrasement. Et donc, comment dire, en fait, on va courir avec une hanche en hauteur parce qu'on n'est plus dans l'axe. Donc, on crée une déviation au niveau de, on crée une remontée ici de la hanche et et puis, ben, voilà, on n'est plus à l'aplomb en fait. Donc ça va être propice au... Enfin, ça génère des points de tension anormaux, hein, comme ici au niveau de l'intérieur de la cheville. Par réaction, en général, on va frotter ici sur le tenseur du fascia lata, ici sur l'extérieur. Quoi d'autre? Et puis, ben, après, une perte de... comment dire? Au niveau de l'axe, en fait, l'axe du tronc, ici, on va avoir un affaissement. Alors, c'est ce qu'on va vérifier. Alors c'est ça le souci là, avec le t-shirt qui est un peu long, c'est difficile à voir. On peut... Ouais, je pense quand même qu'il y a une légère déviation. C'est difficile à voir avec le t-shirt. C'est vrai que sur quelque chose de plus moulant, on aurait pu davantage voir ça, mais voilà, ça c'est un peu... ouais, on l'a quand même un petit peu. Hein. Voilà, c'est assez caractéristique, c'est-à-dire la hanche ici qui remonte, celle-ci par réaction qui baisse, voilà, parce que ben, forcément en fait le pied vient prendre un appui là où il ne devrait pas prendre appui. Et du coup par réaction on va avoir une épaule qui monte et l'autre épaule qui descend. Et donc on a cette course bancale. Alors faire du gainage etc ça aidera, mais ça ne va pas tout sauver. En fait c'est vraiment le fait de replacer consciemment sa jambe dans l'axe, de la décaler légèrement sur la droite plutôt que de courir en plein milieu ici, qui permettra de corriger cet appui déséquilibré qui recoupe l'axe. Voilà. Est-ce qu'on a un... Non, après pourtant on a un retour aérien qui est dans l'axe, parce que parfois quand on a une course en ligne, on peut observer un retour aérien qui vient faire un balayage comme ceci. Pour le coup, moi c'était mon cas. Mais là on a, vous voyez, à ce moment-là, hop, parfois on peut observer un balayage comme ceci. Mais là, c'est pas le cas. On a, regardez, hop, il revient quand même dans l'axe. C'est au moment de la pause, hop,
qu'il vient hop se placer vraiment trop sous l'aplomb. Et ben, le bras droit qui essaye de courir comme... En fait, c'est comme si on a l'impression de voir un peu un rugbyman avec un ballon courir, c'est-à-dire que il tient un ballon ici et en fait, il court qu'avec son bras droit. Donc là, on a vraiment une perte d'efficacité au niveau de ce bras, quoi. Vous voyez, on a fini cette analyse vidéo qui fut très intéressante, beaucoup de choses abordées. Donc, pour récapituler sur ce coureur, on va partir de la tête. Donc on a un problème postural important qui est indépendant de la course à pied, mais qui a un impact sur la course à pied. Voilà, on a vraiment cette posture. Je vais essayer de la faire. Cette posture, en fait, souvent qui est liée à du travail sur un écran. C'est-à-dire qu'on a le cou qui vient ici, comme quand on est sur un clavier, qui vient en fait en avant. Donc grosse tension sur les cervicales ici, parce qu'on augmente... forcément, quand on est dans l'axe, on a un moment de force qui est faible. Par contre, quand on augmente ici, on a un levier qui vient augmenter. Donc, grosse tension au niveau des cervicales. On a donc cette posture avec le cou en avant. Forte tension. Les épaules en avant, la cage thoracique qui est fermée. Donc, un travail d'extension, d'ouverture de la cage thoracique et de mobilité de la cage thoracique serait intéressant. Renforcement aussi des rotateurs externes, parce que les rotateurs internes sont beaucoup trop présents. Sûrement, voilà, posture due au bureau aussi à taper sur ordinateur, où voilà, on a les rotateurs internes qui sont tout le temps raccourcis, les rotateurs externes qui sont tout le temps étirés. Donc voilà, augmenter la tonicité des rotateurs externes pour étirer aussi les rotateurs internes. Donc beaucoup de travail de mobilité. Et ensuite un renforcement donc des fessiers, on va descendre au niveau des fessiers, donc faible utilisation des fessiers, voire très peu, et qui crée en fait cette course assise, un travail aussi de mobilité de cheville pour être intéressant, pour gagner au niveau de l'angle de propulsion, gagner en angle de propulsion. Ensuite, augmenter la projection du buste en avant, donc travail de déséquilibre avant, projection du buste en avant, et surtout travailler le griffé, la propulsion arrière. Voilà, avec un très très faible angle de propulsion arrière. On va descendre ensuite... ah oui, les bras, j'ai oublié les bras. Donc les bras, en fait, on a typiquement la course d'un rugbyman qui aura un ballon. C'est-à-dire que le bras gauche vient faire des tout petits mouvements comme s'il gardait un ballon, et le bras droit vient tout compenser en faisant des mouvements beaucoup plus amples. Pour le coup, le bras droit a une bonne technique, il est ce qu'on attend, c'est-à-dire un angle qui est quasiment à 90 degrés, qui vient chercher derrière, l'épaule qui est fixe, mais le coude qui fait le travail d'aller et retour. Le bras qui reste le long du buste, qui ne vient pas recouper à l'intérieur, donc très bien. Par contre, voilà, le bras gauche est complètement déséquilibré par rapport au bras droit, avec un tout petit angle et comme si on cherchait à protéger un ballon vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite, pour finaliser, donc au niveau de l'attaque du pied au sol, donc on est sur une attaque talon. Pour moi, c'est une attaque talon qui n'est pas proprioceptive due à l'angle du tibia qui est vraiment freinatrice. Donc un transfert progressif vers du médio-pied serait intéressant, au moins pour réduire cette attaque talon négative. Et donc pourquoi pas entamer voilà, une transition, ou du moins apprendre en fait à courir, pourquoi pas pieds nus, sur des fins de séance, voilà, avec du 2 minutes courues, 1 minute marchée sur 10 minutes, et faire ça régulièrement sur des fins de séance, ou alors avec des chaussures minimalistes. Après, si on a un coureur qui pourra pas forcément entamer comment dire, enfin, je pense qu'un renforcement des fessiers sera d'abord primordial avant d'attaquer, avant de vouloir faire un gros transfert vers de l'attaque, vers de la course minimaliste, parce qu'on risquerait d'avoir une course assise, mais en médio-pied.
et donc d'accentuer en fait cette course assise. Voilà, les deux vont aller de pair, c'est-à-dire un fort renforcement des fessiers, un gros travail avec recrutement sur du hip thrust lotus, du banc à lombaire avec comment dire la cale qui vient davantage plus basse pour recruter encore plus les fessiers. Voilà, beaucoup d'exercices de renforcement musculaire pour recruter davantage les fessiers. On sera pas mal. Et ensuite, ah oui, au niveau de la pose de pied, donc pronation, pronation, non, supination puis pronation. Voilà. Donc on a la pointe de pied qui est trop vers l'extérieur, qui vient trop se placer au milieu. D'accord? Trop se placer, donc course en ligne. Donc déjà, apprendre à recaler le pied davantage dans son axe, moins courir en ligne. Donc garder en fait cette image de top modèle. Et donc en fait, décaler tout simplement les pieds un peu plus vers l'extérieur. Replacer la pointe de pied vers l'intérieur. Ce qui permettra aussi d'avoir moins cette pronation, non, cette supination puis pronation. À chaque fois, j'ai inversé deux. Supination puis pronation. Et donc derrière, d'avoir des éventuelles tensions en pronation sur l'intérieur de la cheville, en supination sur un cisaillement et sur une tension sur les tensions des fascia lata. Et voilà, on sera pas mal. Donc pas mal de boulot, sujet très intéressant, beaucoup de choses assez fines à observer. Et voilà, mais je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette analyse et je vous dis à la prochaine.